Salam alaikum Yanis, Wa alaykoum salam Elias. j'espère que tu vas bien, Khay. Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de se faire cette interview depuis le Ouais, temps. ouais, Allah barak, mashallah. Ça fait un moment qu'on se connaît, presque 2 ans. Ouais, ça passe vite. On a, Subhanallah. on a, comment dire, collaboré sur pas mal de projets ensemble, alhamdoulilah. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Donc, je pense que pour tout, c'était une évidence, cette interview, hein. ouais, bah ouais, ça allait finir par se faire. Donc là, Inch'Allah, notre podcast, ça va porter sur le business en ligne et l'expatriation. Donc deux domaines qui sont très étroitement liés et dans lesquels Mhm. chacun d'entre nous il a une expérience à apporter, bi'inillah, pour essayer d'être bénéfique au maximum, bi'inillah. Donc avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Inch'Allah. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Yanis. J'ai la trentaine. Je suis expatrié, entre guillemets, j'ai fait la hijra depuis 2018. J'ai quitté la France. J'ai un organisme de formation, donc je vais former dans les métiers digitaux, que ce soit WordPress, web design, web marketing, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et puis là, depuis peu, j'ai lancé mon accompagnement. Je l'avais un peu marre, si tu veux. On en reviendra un peu plus en détail peut-être au cours de l'interview. Mais j'en avais marre un petit peu de dépendre des financements d'État. Et j'ai voulu faire un truc qui me passionne un peu plus, c'est l'accompagnement, accompagner des frères et sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat à monter et lancer leurs projets, à les mettre sur les rails si tu veux. Donc Ouais, voilà pour ma petite présentation. ouais, une chose très importante. De toute façon, on va revenir dessus par la suite, Inch'Allah. Donc moi, pour me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, donc Ilyes, pareil. Donc je suis dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis franco-algérien, donc je vais apporter mon expérience par rapport à ces deux pays-là, Inch'Allah. Et du coup, bah, je suis webmaster spécialisé sur WordPress. Donc je fais tout ce qui touche au webmastering. Je suis aussi formateur dans ce domaine et je fais aussi du marketing d'affiliation. Et sur les réseaux sociaux, je parle pas mal donc de mindset entrepreneurial, de lifestyle aussi entrepreneurial sans filtre et de business éthique surtout. Et ça, c'est pas mal de points qu'on a en commun, je pense, toi et moi, J- sur lesquels on va pouvoir J'allais dire. discuter, là. Hmm. J'allais dire Donc, surtout la ouais, partie, comme tu as dit, mindset entrepreneurial, etc. C'est quelque chose qui me passionne moi personnellement. Donc ouais. effectivement, ça nous fait un grand point commun par rapport à ça. Et bah, pour commencer, en fait, je voulais partir d'un constat, Inch'Allah, qui est que de plus en plus, on peut constater, même ceux qui étaient les plus sceptiques, constatent que la hijra depuis l'expatriation depuis la France vers n'importe quel autre pays musulman, elle est de plus en plus urgente, imminente, et on assiste donc à un contexte donc actuellement, mais c'était déjà le cas, qui fait que se dégrader. Et bah, premièrement par rapport à la religion, donc ça on le sait très bien. Donc déjà de base, la hijra va être obligatoire pour nous à partir du moment où on peut pas extérioriser notre religion euh, ouvertement. Et il y a donc certains savants qui ont dit que voilà, ça comme simplement l'Éden, le simple fait qu'on puisse pas faire l'Éden en France, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est sans compter toutes les interdictions qui sont venues après. Donc interdiction du voile à l'école, interdiction voilà d'égorger donc le mouton pour l'Eid, etc., etc. Donc on assiste à une situation qui fait que de se dégrader, donc un contexte qui est très anxiogène pour les musulmans. Et parallèlement à ça, tu vas le confirmer aussi, Inch'Allah, c'est que même au niveau de la dunya, la France est un pays qui est de moins en moins intéressant au point où même des non-musulmans quittent la France, donc s'expatrient. Je pense aux nomades digitaux, je pense voilà aux freelances, aux entrepreneurs. Donc ils vont aller ici et là. Donc il y en a qui vont aller dans des pays asiatiques, d'autres qui vont aller au Brésil, au Mexique, etc. Donc chacun va aller dans une destination différente. En général, c'est pas dans des pays musulmans qui se dirigent parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Euh, et parce que pour eux, c'est pas une adoration, pour eux, c'est surtout une question une question financière, une question d'avoir une liberté géographique.
et financière et professionnelle. Et ça nous concerne aussi justement, même si c'est pas notre niya dans notre hijra. La niya, elle est avant tout pour Allah, mais il se trouve que on a aussi des fruits et on a aussi des avantages qui vont découler de cette hijra vers les pays musulmans. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Inch'Allah? Bismillah. Donc c'est bien, tu as très bien résumé la situation. D'ailleurs, c'est mon leitmotiv, le fait qu'il y a urgence de quitter la France. Moi, pour moi, ça a été une évidence. Et même au-delà de l'aspect religieux, je pense, depuis tout petit, je disais à mes parents, moi, je ne peux pas vivre en France. Je vais quitter la France. Ouais, Pourquoi? Parce que je constate, depuis tout petit, hein, subhanallah, c'est bizarre, mais je constate qu'il y a vraiment une réelle bride au niveau des libertés, si je peux dire ça comme ça. ouais, Donc, comme tu l'as dit, même les non-musulmans, de plus en plus, ils s'en rendent compte. Et de plus en plus, ils s'expatrient, même vers des pays musulmans comme Dubaï. Pourquoi Dubaï? ouais. Parce que Dubaï, il y a une réelle liberté là-bas de culte, bien entendu, par rapport à nous, notre religion, mais aussi en termes de business. Il y a une De réelle fiscalité. liberté, Ouais, fiscalité, mais même, voilà, en termes de possibilités de business, d'entrepreneurialement parlant, c'est incroyable. c'est Donc, il y favorisé. a c'est grave favorisé. Il favorise l'entrepreneuriat. À l'inverse, où en France, on va avoir, entre guillemets, un enfer fiscal. Ça va vraiment Ouais. être compliqué par rapport à ça au niveau des entreprises, même si ils essayent de développer l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est pour ça que les non-musulmans cherchent à partir de plus en plus. Pour les musulmans, effectivement, comme tu l'as dit, ça se dégrade de plus en plus. Donc déjà, il y a comme on l'a dit, il y a une obligation au niveau de notre religion. Notre religion, c'est de pire en pire. Chaque année, ils sortent des nouvelles lois. Et pour moi, c'était vraiment très important cette notion de liberté. C'est pour ça que j'ai quitté au plus vite la France en 2018. Et maintenant, on le voit aussi, comme tu l'as dit, même au niveau du travail, c'est de plus en plus dur pour les gens. Au niveau de la santé, parce que c'était le premier argument contre, ou du moins pour freiner la hijra des frères et sœurs, c'était oui, mais la santé. Ici en France, etc., on est bien soigné. Par On est exemple, pris en en charge. Tunisie, en Algérie, exactement, on est pris en charge. Mais on peut le voir que c'est de pire en pire. C'est de pire Bien en sûr. pire en France. Mm. Il y a de moins en moins de personnel de santé qui veulent travailler, surtout dans les hôpitaux, dans le public. Donc on se dirige de plus en plus vers un système où c'est du privatif. Ouais. Et À l'américaine. à l'américaine, exactement. D'ailleurs, pour la retraite, ça va être pareil. Ça, c'est un autre argument qui a été très utilisé. Oui, ta retraite, etc. Déjà, je pars du principe que si tu attends la retraite d'une personne, d'un État, d'une entité, c'est problématique. Ta retraite, fais-la toi-même. Attends rien de personne. Demain, si la France, le pays s'écroule, bon, on va me dire c'est peu de probabilité, mais on ne sait pas. Il y a des empires entiers qui se sont écroulés dans l'avenir. Donc si demain la France Bien sûr. s'écroule, ta retraite, tu crois vraiment qu'ils vont te donner une retraite? Et même si on se penche sur le système de retraite où il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants pour la retraite, donc c'est mathématique, c'est C'est voué à voué l'échec. Ouais. et c'est voué à s'écrouler ce système-là de retraite. C'est pour ça qu'ils essayent de mettre en place des réformes, des choses comme ça, mais c'est voué à s'écrouler. On a un peuple qui est vieillissant en France, faut le savoir. Aussi. Ouais. Ouais. Donc pour tous ces arguments-là, que ce soit la santé, la retraite et même maintenant l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique et particulièrement au Maghreb ou Afrique de l'Ouest, il y a énormément de choses à faire, à développer. Combien de Énormément. frères, et on va revenir dessus, mais combien de frères et sœurs j'ai pu voir qui sont partis de zéro et sont rendus à des niveaux où Allah Mabarek, ils s'enrichissent, ils sont dans de meilleures situations que ils auraient été en France. Donc pour tous ces critères-là, pour tous ces arguments-là, pour moi, c'est une évidence que les musulmans en 2024 n'ont plus rien à faire en France. Surtout quand on voit comment, alors que Les choses avec leur évoluent. Hein. système de laïcité, comment ça évolue, comment ils combattent idéologiquement l'islam en France. Pour moi, voilà, il y a même presque urgence de quitter au plus vite. Donc voilà pour Voilà, mon donc point de vue. ouais, je pense que t'as répondu à pas mal de points sur lesquels les gens peuvent s'inquiéter. Après, bien sûr, Mm. il faut regarder dans le détail, hein, la situation de la personne C'est et du cas par voilà cas, ce dont elle a effectivement. besoin, etc. Mais Mm. la plupart des pseudo-arguments qu'il y avait, ils sont un peu en train de s'estomper, hein, comme tu as dit, donc santé, retraite, etc. Et donc finalement, maintenant que toi et moi on a parlé de l'urgence de l'expatriation, euh, voilà, admettons que quelqu'un est encore en France, lui aussi il est motivé pour s'expatrier.
qu'est-ce qu'il devrait prendre en considération comme critère pour choisir son pays? Parce que on est d'accord qu'il faut aller vers un pays musulman, mais tous les pays musulmans ne sont pas pareils. Ils ont tous des avantages, des inconvénients, et chacun il va trouver une certaine facilité dans certains pays plutôt que d'autres. Donc pour toi, ce serait quoi les critères, ouais, si on devait en donner deux, trois, les critères principaux pour s'expatrier? C'est une très bonne question que tu me poses. Donc moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de partir une première fois au Maroc, sachant que je suis tunisien, mais j'ai habité pendant plusieurs années au Maroc. Puis après, par la suite, je suis parti en Tunisie. Et, Ouais, plus récemment, j'ai déjà voyagé aussi en Algérie, donc je connais un peu les trois pays. Euh, Moi, je dirais, par rapport à mon expérience, encore une fois, je dirais, ça dépend encore une fois de la situation de chacun. Si on peut voir, ça va dépendre aussi beaucoup de l'épouse. Ça va dépendre beaucoup de l'épouse. Si on voit que l'épouse, elle a un petit peu de mal au début, il faut peut-être pas faire un grand choc, par exemple, de culture. Et c'est pour ça que moi, au début, je suis parti à Tanger, par exemple, au Maroc, parce que c'est une ville qui est super développée. C'est presque une ville qui ressemble aux villes européennes. C'est développé, il y a de la sécurité, il y a des infrastructures qui sont là, etc. Donc c'était ouais, un bon entre-deux, si tu veux. C'était un bon entre-deux. Alors que là, maintenant, je suis sur Djerba. Bon, Djerba, c'est beaucoup plus désertique, beaucoup plus sableux, et les infrastructures sont un peu moins présentes, mais il y a d'autres avantages, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai fait un entre-deux. Alors que pourtant, le Maroc, c'était pas mon pays. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai fait mon expérience, j'ai fait ma vie un petit peu au Maroc, puis après, je suis parti en Tunisie. Ça peut être la première des solutions. La deuxième des solutions, mais qui est pas forcément une bonne solution, c'est beaucoup d'entre nous ont une double nationalité, comme toi, comme moi. Et des fois, ouais. on a nos parents qui ont déjà une maison sur place, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Ça peut être une solution au début, pour ceux qui n'ont pas forcément de rentrée d'argent fixe encore, d'habiter dans la maison de chez ses parents. Ça Ouais, peut être comme une tu dis, ça solution. peut être une solution parce qu'il y a toujours l'environnement familial, les oncles, les tantes. L'essentiel, il peut y avoir des soucis autour de ça qui vont faire que on va pas être forcément à l'aise et voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais comme tu as dit, ouais, ça permet de poser un pied à terre, quoi. Alors l'avantage, comme tu l'as dit, on a de la famille qui est sur place, ça peut te permettre d'aider. On n'a peut-être pas de loyer à payer aussi, donc ça permet aussi, c'est à prendre en compte. Ouais, Il y a un inconvénient, c'est pas tout le monde qui arrive à vivre en proximité avec sa famille. C'est pas aussi pareil, il faut voir la ville dans laquelle les parents ont une maison. Je te donne un exemple. Je connais un frère qui a fait cette stratégie-là. Donc, il habite dans la maison de ses parents. Cependant, ouais, il habite dans un village. C'est très dur. Je lui ai dit, il m'a exposé un petit peu sa problématique, etc. C'est vrai que son épouse, un petit peu, elle se plaint parce que c'est une petite ville, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop d'infrastructures, il n'y a peut-être pas trop de frères et sœurs autour. Donc, c'est peut-être pas forcément aussi une bonne solution sur le long terme. ouais, Encore une fois, c'est du cas par cas, ça va dépendre de chacun. Et la troisième solution que je vois, ça c'est ceux pour les frères et sœurs, alors ma belle, qui ont un peu des moyens, ça peut être du coup les pays du Moyen-Orient. Donc là, c'est vrai ouais, qu'il y a beaucoup d'avantages à ça, je pense notamment aux Émirats, où tu auras la sécurité, tu auras les infrastructures qui sont là. Si tu as de l'argent, tu auras des soins de très bonne qualité, une éducation de très bonne qualité pour les enfants. Donc ouais. ces pays-là demandent des ressources financières, mais ils sont intéressants en tout cas pour du moins un premier pas vers les là, du moins une première installation. Après, libre aux uns et aux autres de déménager par la suite, de changer de pays. Ouais. Donc voilà. Le parcours que toi tu as décrit, il y a pas mal de personnes qui sont d'abord passées par le Maroc pour ensuite se rediriger vers justement les pays du Moyen-Orient, Émirats, etc. Donc, je pense que un des tremplins, en fait, ça a été que leur business a décollé. Donc, financièrement, ils ont pu se permettre d'aller vivre dans les pays du Moyen-Orient et Vraiment. voilà, et pouvoir profiter de ce que tu as pu décrire comme infrastructure, éducation, les écoles privées, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, il y a des exemples qui montrent que on peut avoir ce parcours-là. Il y en a d'autres qui sont passés par le Maroc pour ensuite aller en Asie. Donc, je pense que ça, c'est encore pour d'autres raisons, parce que l'Asie, c'est aussi un hub par rapport entrepreneurs, etc. Donc, je pense rien à voir avec l'origine ou ce genre de choses.
Moi, s'il y avait trois critères, donc moi, le premier, je penserais à la sécurité. Donc, parce que réellement, la sécurité, quand elle n'est pas établie, la religion elle-même peut être mise en péril. Et la dunya, on n'en parle même pas. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans la vocation d'Ibrahim alayhi salam. Il a Ouais, d'abord salam. demandé à Allah donc la sécurité avant le risque, la subsistance. Après, la sécurité fait partie de la subsistance, bien sûr. Mais même pour pouvoir pratiquer ta religion, ça va être compliqué et on parle même pas du fait de travailler, etc. Ensuite, je dirais que donc après, par rapport à ça, les pays sont différents. Voilà, donc il y a des pays où est-ce que la sécurité, je vais pas dire qu'elle est à 100%, mais elle est quand même incroyable. Il y a pas de vol, le vol n'existe quasiment pas. Les agressions, elles sont très minimes. Voilà, ça c'est comme tu l'as décrit, bah, c'est principalement au Moyen-Orient. Mais il n'en reste pas moins que dans d'autres pays comme les pays du Maghreb, etc. On est en sécurité, alhamdoulilah. Après, au Mm. niveau de la religion aussi, faut voir qu'est-ce que nous on cherche exactement aussi au niveau de la religion, parce que certaines personnes vont chercher un pays aussi où tu vas pouvoir apprendre ta religion, où il va avoir donc des structures qui te permettent de faire ça. Je pense aux instituts. Voilà, ça c'est pas forcément développé partout, donc on trouve ça pas mal au Maroc, en Égypte. D'ailleurs, le Maroc, j'y suis allé justement pour ça. J'ai j'ai passé un peu de temps à Marrakech, donc j'ai vu aussi le Maroc comment il était, sachant que bon, j'y suis allé aussi plusieurs fois en dehors de ça. Donc moi aussi j'ai pu voir les trois pays, du coup l'Algérie et aussi la Tunisie. Et c'est la Tunisie justement, c'était Djerba aussi. Mais bon Ok. après c'était que pour les vacances, donc c'est pas réaliste, c'est pas Ça compte pas trop, on va dire. voilà, ça compte pas, ouais, ça compte pas. Peu importe le pays où tu vas en fait en vacances, pour moi ça compte pas forcément en fait. Faut mettre les pieds dedans, faut vivre, voilà. Comme par exemple au Maroc, j'ai pu rester 4 mois, donc j'ai vécu avec les gens, je sais comment c'est, et je pouvais savoir est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Finalement, j'ai trouvé que c'était très similaire avec l'Algérie, je me suis pas senti du tout dépaysé. Donc ça, je dis ça aussi pour les gens qui seraient pas marocains et qui seraient algériens ou tunisiens, je pense qu'ils auront aucun problème à vivre au Maroc, mais vraiment Ah, aucun. tout à fait. À ce niveau-là, après, le problème peut être ailleurs au niveau administratif. Voilà, parce qu'en principe, je sais pas si la loi a changé, mais on peut rester 3 mois sans avoir à sortir du territoire. Donc C'est après, ça. voilà, ça c'est une chose à prendre en compte aussi. Et justement, c'est le troisième point. Je pense que un point aussi important pour l'Aïra, ça va être au niveau administratif. Parce que pour moi, il faut regarder aussi ce qu'il en est de la stabilité, ce qu'il en est du long terme. Bah, quand t'es pas chez toi, quand c'est pas ton pays d'origine, quand t'as pas les papiers de ce pays-là, ça peut être un peu compliqué. Tu peux être amené à sortir. Bon après, il y a sortie et sortie quoi. Si c'est juste la ville d'à côté comme c'est au Maroc, ça va, c'est pas très compliqué. Mais s'il faut carrément sortir du pays, ça peut être un peu compliqué. Donc à mon avis, ça c'est des choses à prendre en compte. Donc après, chacun, comme tu as dit, chacun vraiment va peser le pour et le contre et regarder ce qui est à son avantage. Et l'essentiel, c'est que chacun il est bien où il est. Finalement, en fait, c'est ça l'essentiel. Et C'est qu'il ça. arrive à s'en sortir dans le pays qu'il a choisi. Donc peu Tout à importe fait. le pays dans lequel il est, en fait. Ouais. Tout à fait. Par exemple, quand j'étais à Tanger, il y avait des frères algériens qui étaient là. Il y avait des frères tunisiens. Là, actuellement à Djerba, il y a des frères algériens qui habitent ici, à Djerba. Ouais. Et pourtant, tu as envie de leur dire, mais pourquoi t'es pas en Algérie, etc. C'est parce que, voilà, ils se sentent bien ici et Exactement. c'est comme Ouais. ça. Il Ouais. n'y a pas de, Il n'y a pas il y a vraiment pas de, d'explication à ça. exactement. C'est là où tu te sens bien. Je voulais Voilà. Donc revenir le sur cœur est un, apaisé. Ouais. exactement. Je voulais revenir sur un point que tu as dit par rapport à la sécurité. Parce que récemment, j'ai fait une story Instagram où je disais que voilà, la Tunisie elle a été classée troisième pays d'Afrique où c'est le plus sécurisé. Ouais. Et certaines personnes m'ont répondu, m'ont dit oui, j'ai quand même déjà vécu un vol à l'arraché en Tunisie, etc. C'était vers la capitale. J'ai répondu Ouais. par deux points. J'ai répondu que déjà, dans les pays du Maghreb, oui, tu peux trouver des choses comme des vols, etc. En général, par rapport à la Tunisie, c'est plutôt dans le nord, dans le sud, on a un peu moins ce genre de problème, même si on peut en trouver, bien entendu.
Ouais. Et tous ceux qui m'ont répondu, ils m'ont répondu avec des trucs de Dounia. Oui, je me suis fait cambrioler une fois. Oui, je me suis fait voler mon sac à main une fois. Je dis, en France, on parle pas de même chose. En France, on va parler de meurtre, on va parler de viol, on va parler de Trafic de drogue, pédophilie, ouais. trafic de drogue. Les règlements de compte, ouais. Ça, Ouais. ça, on va pas le trouver dans les pays du Maghreb. Au pire des cas, oui, tu vas te faire cambrioler peut-être une fois. Tu vas te faire voler ton sac à main. Mais en tout cas, tu peux laisser ton enfant tranquillement aller à l'école à pied. Tu n'auras pas peur qu'il se fasse enlever. Tu peux laisser ton épouse sortir, aller faire les courses. Tu n'auras pas peur qu'elle se fasse violer ou agresser par un mec. Parce que c'est des choses qui se font pas ici. Donc, encore une fois, la sécurité, elle est relative par rapport à la France. Elle est relative. Et nous, franchement, on n'est pas à plaindre au Maghreb. On n'est vraiment pas à plaindre. Par exemple, j'étais en Algérie là récemment. J'ai pris ma voiture, je tournais un peu dans toutes les villes. À aucun moment, j'ai senti de l'insécurité. Au contraire, les gens prennent soin les uns des autres. Donc, Ouais. Maroc, pareil. Maroc, Maroc, il y a eu quelques situations, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des fois un problème dans certains quartiers au Maroc ou par rapport à, tu sais, les jeunes qui sniffent de la colle. Donc des fois il peut y avoir certaines agressions, etc. Mais encore une fois, comparé à la France, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà par rapport à ça. Par rapport à, aussi, tu as parlé par rapport à la stabilité, le troisième point. Et c'est un des critères pourquoi j'ai quitté le Maroc. C'est parce qu'effectivement, je devais sortir tous les 3 mois du Maroc. Pourtant, moi j'habitais à Tanger, donc c'était à une heure et demie, c'est Ceuta, là, l'enclave espagnole. Donc Ouais. j'avais 1 heure et demie de route. Mais malgré ça, tu sais, le fait de faire la queue toute la journée à la douane, etc., rentrer, sortir, ça m'a saoulé. J'avais besoin d'une stabilité. J'avais fait mon temps au Maroc. J'avais vu ce que j'avais à voir. Voilà. Donc après, c'est des critères. Encore une fois, libre à chacun. Moi, je connais des frères. Ils font Agadir Septa ou Marrakech Septa en voiture. Donc ça leur Ouais. prend toute une journée, voire 2 journées. Et ça leur convient. Ça leur convient, ça ne les dérange pas. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de chacun et à chacun de se connaître et de savoir ce qui est le mieux pour lui. Ouais. Et voilà, comme tu as dit. Après, il y a toujours la possibilité d'essayer d'avoir des papiers dans ce pays-là, comme la carte de résidence, etc. Je connais des personnes qui ont pu avoir ces papiers-là. Voilà, après, il y a certains critères, il y a des choses à faire, ça prend du temps. Donc, à chacun de voir, en fait, si finalement, ça en vaut la peine pour lui, est-ce qu'il veut vraiment rester là-bas. Donc, oui, forcément, là, faudra faire ce qu'il faut pour pouvoir rester. Mais si s'il est juste de passage à cet endroit-là et qu'après, il cherche à aller dans un autre pays, donc, bah, qui vise le long terme, qui vise la stabilité et voilà, qui se prennent pas trop la tête avec ces choses-là. En D'ailleurs, fait, ouais, excuse-moi, juste, je vais faire une petite aparté par rapport à ça. Il y a un point mindset important. Quand j'étais au Maroc, il y a beaucoup de frères qui se disaient, ah ouais, non, moi, je fais pas l'iqama. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège-là. Ah ouais, non, je fais pas la demande d'iqama parce que, ouais, c'est compliqué. En plus, il la donne jamais, etc. Donc, du coup, ils se donnent même pas la peine d'essayer, en fait. Parce qu'ils ont entendu Foulen ou un autre s'être vu refuser l'iqama. Alors ouais, que dans les faits, il y a plein de frères qui l'ont eu. ouais, Donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied dès le début. Essayez. Même faites plusieurs tentatives. C'est pas grave. Oubliez pas que c'est votre stabilité, votre hijra, pas qui est en jeu, mais qui est importante. Donc, faites les causes pour pouvoir acquérir cette stabilité-là. donc ouais, le point mindset que tu mentionnes là, c'est le fait de pas forcément écouter ce qui se dit et de des fois devoir en fait tester, essayer en fait soi-même la même chose, soi-même cette chose-là pour pouvoir savoir si réellement ça marche ou pas. Et d'ailleurs, bah moi je rebondis sur ça par rapport à mon lancement à moi. Donc je reviens pas sur le déclic. Le déclic ça a été le même que le tien. Je voulais ma liberté géographique, financière et professionnelle. Mais j'avais même pas calculé le fait que sur le marché, il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient la même chose que moi et que moi j'étais très en retard parce que WordPress finalement c'est pas quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps. Ça fait 4 ans et il y avait des gens qui étaient là depuis très très longtemps. Donc ça c'est quelque chose qui peut impressionner les gens. Ils vont se dire ah ouais quand même je vois plein d'agences, plein de freelances qui créent des sites et tout. Je vais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des clients? Est-ce que je vais vraiment pouvoir dégager des revenus, etc. avec ça? Moi, la question, je me suis même pas posée à ce moment-là. Simplement, c'est quelque chose qui m'a plu. Je me suis lancé et après, les choses, elles sont venues. Voilà, après chacun son risque. Hein.
dans n'importe quelle activité. Mais c'est pas quelque chose qui m'a euh, qui m'a chamboulé et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours pas quelque chose qui me chamboule parce qu'après par la suite peut-être on aura le temps d'en parler. Voilà, il y a des façons de se distinguer dans la communication et parler de façon authentique, ramener un peu de sa personnalité et chercher à exceller dans les prestations qu'on apporte à nos clients, vraiment faire en sorte que le client soit vraiment satisfait, etc., etc. Tout le monde ne fait pas forcément ça et avec ces choses-là on va pouvoir sortir du lot et finalement la concurrence, elle va pas trop nous inquiéter, on va pouvoir avancer par rapport à ça. Donc, si j'avais fait comme ces gens-là et j'avais écouté ce qu'ils se disaient, je pense que je me serais pas lancé et peut-être qu'on ne serait pas en train de parler C'est à l'heure actuelle. c'est super ce que tu m'as dit. Tu as eu exactement le bon mindset qu'il faut. Ça veut dire, la chose est t'a plu, c'est la première des choses. Tu t'es lancé sans regarder autour. Donc, ça t'a plu, t'as agi avec passion et tu t'es lancé. C'est exactement ça. Et tu sais, en vérité, en définitive, il y a de la place pour tout le monde. Pour ceux qui habitent au Maghreb, ou du moins qui ont voyagé là-bas, ils le savent, des fois il y a des quartiers entiers, ça va être des quartiers remplis que de gens, ça va être des hanout, des magasins qui vont vendre la même chose. Ça peut être un quartier Exactement. entier rempli de forgerons, ça peut être un quartier entier rempli de menuisiers. Et en fait, tu as envie de te dire, parce que nous on a une mentalité en France, où en France, à l'inverse, on va pas essayer de se placer à côté d'un concurrent, dans un business physique, je parle. Ouais, Alors que non, au bled, c'est l'inverse. Ils sont quartier par quartier. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, attention, hein. Mais c'est pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde. Et encore plus quand c'est en ligne, quand c'est un business en ligne. Ta présence, voilà, ce qui va changer par rapport à est-ce que tu vas avoir plus de clients que ton concurrent ou pas, c'est ta présence en ligne. Ça va être ta qualité de prestation, ta qualité de formation, ce que tu vas délivrer, etc. C'est ça qui va faire la différence. Mais du coup, comme tu l'as dit, il y a de la place pour tout le monde. Et heureusement que t'as pas regardé les autres. voilà, ça doit pas être un obstacle pour nous. Et donc, en fait, voilà, par rapport aux critères qu'on a pu énoncer, peu importe donc le pays qui va être choisi, ça nous amène à notre prochain sujet. Peu importe le pays qui va être choisi, il y a quelque chose qui va revenir tout le temps, bah, c'est qu'on doit gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins à cet endroit-là et maintenir sa hijra. Euh, et c'est là que euh, c'est là bah, qu'on se pose la question. En principe, la question, en tout cas moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se poser la question avant de faire la hijra et de se préparer avant et le plus tôt possible sera le mieux. Euh, voilà, parce qu'un business peut mettre du temps à monter, ça peut prendre un certain temps à avoir une bonne réputation, donc à avoir des retours clients, avoir un portfolio à présenter, etc., etc. Donc plus tôt on va se lancer, mieux ce sera. Pour moi, faut pas attendre d'être sur place pour se dire ah ouais et maintenant comment je vais gagner ma vie, je vais vivre de mes économies. Il y a énormément de gens qui ont fait ça et qui ont fini par retourner à la case départ ou après qui se retrouvent à faire des allers-retours. Donc je pense à l'Algérie. En Algérie, il y a pas mal ça. Je pense que tu le sais. Il y a énormément de gens qui font des allers-retours entre les deux pays pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est pas une solution sur le long terme parce qu'on laisse la famille en Algérie, ils doivent se débrouiller tout seuls. Voilà, des fois les enfants ils sont pas tous le même âge, ils vont dans une école différente. Euh, Parfois, voilà, il peut y avoir des petits soucis à la maison, il n'y a pas d'eau, la bouteille de gaz elle est finie, il faut la changer. Bref, ça c'est pas trop des trucs qu'on est censé laisser à une femme en fait. Ça va compliquer son quotidien. Donc c'est pas une solution sur le long terme. Et la hijra, ça se fait en famille, en couple, ça se vit en couple. La réalité doit se vivre en couple, avec ses difficultés, avec ses victoires aussi. Et on doit être là l'un pour l'autre. Donc c'est vraiment pas quelque chose que, en tout cas moi je recommande. Alors finalement, pour toi, on va avoir quoi comme solution qui vont se présenter à nous pour pouvoir maintenir notre hijra euh, dans n'importe quel pays musulman. C'est une très bonne question. Machallah, c'est une très bonne question. Bah, la réponse, en fait, elle est simple. Elle se résume en compétences. Acquérir des compétences. C'est vrai qu'il va y avoir plusieurs types de personnes qui vont faire la hijra. Ça, c'est un module, je suis en train de formaliser une formation pour aider les frères et sœurs en e-learning
justement, quand ils font la hijra, à pouvoir acquérir des sources de revenus, etc. Pour l'instant, je le fais qu'en accompagnement, mais j'étais en train de le formaliser. Et ça, c'était un Ouais. de mes modules de formation. C'était, il y a plusieurs types de personnes qui font la hijra. Il y a des personnes, ils sont à 100% tawakkul. Ça veut dire, eux, ils ont pas beaucoup d'argent et ils foncent. Ils foncent directement, ils disent, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est pas forcément ce qui est conseillé parce que certes, il y a des gens qui réussissent et j'en connais, j'ai des exemples personnels de gens qui ça marche quand c'est comme ça. Mais Ouais. le problème, c'est que ils ont du coup pas beaucoup économisé d'argent et ils ont pas de compétences et ils partent comme ça directement. Donc s'il est débrouillard, il va réussir. S'il est pas débrouillard, il y a un risque qu'il retourne en France. Il y a un deuxième type de personnes, c'est les frères Lama Belek qui ont beaucoup d'argent. Donc eux, c'est presque une hijra vacances, j'appelle ça comme ça. Dans le sens où, alhamdoulilah, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont, ils en ont fait Travailler avant beaucoup. par le passé, ils ont travaillé, ils ont peut-être revendu leur société, etc. Eux, en général, ils s'installent, ils construisent directement leur maison ou ils achètent un appartement ou peu importe. Et Ouais. ils ont de l'argent de côté déjà pour voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si ce n'est plus. Donc eux, ils se disent, on verra. Pour l'instant, je suis bien comme ça, j'ai de l'argent de côté. C'est bien et Ça pas aussi, bien c'est une ça. erreur. Ça c'est bien et pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Je n'ai parlé avec un frère qui est dans cette situation pas plus tard qu'hier. Il voit que ses économies sont en chute libre parce qu'il fait rien. Et il aimerait lui aussi entreprendre et faire quelque chose. Donc ça peut être bien sans être bien. Il y a la troisième des personnes. C'est une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'économies, mais qui a des compétences, qui a un métier dans la main. Elle, c'est la Ouais. situation qui sera la plus pérenne. Parce que elle va pouvoir se mettre en place et générer directement de l'argent dès le début et pouvoir acquérir vraiment une stabilité. Donc ça, c'est quelque Ouais. chose qui peut être très bien. Et la dernière catégorie, c'est ceux que tu as évoqués. Et pour moi, c'est pas la meilleure. C'est ceux qui font des allers-retours, qui ont en général un business en France et qui font des allers-retours ou qui ont un travail en France et ils font des Ouais. allers-retours. Donc ça peut être bien à condition que c'est sur un moment donné. Il faut se donner une date butoir. Tu te dis, OK, par exemple, je connais un frère qui fait ça là, ici à Djerba, mais lui, il s'est donné une date butoir. Il s'est dit, en fin d'année 2024, je suis installé définitivement en France, en Tunisie, et je fais plus Ouais. d'aller-retour en France. Donc ça, oui. Mais combien de sœurs on a pu entendre de témoignages ou qui sont en dépression parce que Le divorce. ou même divorce parce que leur mari est tout le temps en France, ils font des allers-retours. Comme tu l'as dit, ça c'est pas comme ça que ça se vit déjà. Ça se vit en famille, en communauté. Donc ça c'est pour un moment donné, ok. Si c'est pour tout le temps, honnêtement, je conseille pas. Ouais, Donc voilà, surtout que toi, y a très peu de gens vas-y. qui vont aller se mettre une date butoir. La plupart des gens qui font ça, ils se disent on verra en fait. Dans tout ce que t'as pu décrire là, le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils se disent on verra. C'est ça le problème. Alors que le tawakkul, tu fais aussi les causes. Tu vois? Tout à fait. Quand t'as parlé de ceux qui ont de l'argent, qui font une sorte de hijra vacances, ils vont pas trop avoir l'œil sur le budget, ils vont commencer à dépenser, ils vont se faire plaisir, ils vont pas se priver, etc. Et on sait très bien que les économies, tu peux en avoir tant que tu veux, elles sont pas illimitées, tu vois. Tout à fait. Elles vont finir par se terminer et l'argent, ça va très très vite. Euh, en réalité, ils avaient largement le temps, le temps que leurs économies se terminent, de trouver en fait un moyen de subsistance qui va leur permettre de ne plus se baser sur leurs économies. Et pareil en fait pour les gens qui font des allers-retours, moi j'en connais un personnellement, enfin j'en connais plusieurs mais il y en a un avec lesquels je suis pas mal en contact. Donc en général c'est dans la restauration, donc ils travaillent dans des snacks etc quand ils sont en France. Et il avait des blocages. Lui, il a compris que l'une des solutions pour lui, on va en parler après, c'est générer des revenus en ligne. Sauf que il sait pas où donner de la tête. Je connais pas l'informatique. Ah, je préfère le commerce. Est-ce que Amazon FBA c'est pas mieux pour moi? Donc il est là, il sait pas trop quoi faire. Le temps il passe, donc là il fait des allers-retours tous les 3 4 mois. Donc le temps il passe, les années passent. À chaque fois qu'il va revenir en Algérie, il va utiliser l'argent qu'il a gagné en France et ça s'arrête pas en fait. C'est une sorte de cercle vicieux où on voit pas forcément la fin. Lui, son cas, il est assez particulier entre guillemets, c'est qu'il a déjà essayé de travailler en Algérie comme les Algériens. Et étant donné, et ça on va en parler aussi, qu'il habite dans la capitale, ça demande beaucoup d'argent.
et il s'est retrouvé à cumuler 2 emplois. Ok. Donc, de lui-même, il m'a dit, je vois pas l'intérêt de ce que je fais. Je rate des prières à la mosquée, je suis tout le temps fatigué et je vais pas au cours. Donc, en gros, ma hijra, c'est que de travailler en fait. Ma hijra, c'est que de travailler parce faut qu'il subvienne à ses besoins dans la capitale. Il a des frais qui sont importants. Quand il en a eu marre de ça, il s'est retourné vers la chose qu'il savait faire avant de faire la hijra, c'est-à-dire la snackerie. Donc, il a commencé à faire des allers-retours avec la France. Et après, il a commencé en voyant ce que moi je faisais notamment, se poser la question du digital. Est-ce que c'est pas une solution pour lui? Et il a donc des freins qui sont les freins de pas mal de gens, des gens en fait qui ont jamais mis, qui sont des gens qui préfèrent ce qui est concret, ce qui est palpable. Donc quand je leur parle de Tijara, pour lui c'est pas un e-commerce, c'est un hanout. Donc lui, pour lui cet aspect-là, c'est ça qui va lui parler. Et pareil, lui, le métier qu'il a dans les mains, en Algérie, ça pourrait lui rapporter de l'argent, mais pas autant qu'en France. Donc, il se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où il sait pas vraiment quoi faire, comment choisir. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil à ces personnes-là? Est-ce que le fait qu'ils connaissent rien en informatique, c'est un problème par rapport aux solutions du digital? Est-ce que le fait qu'ils n'ont pas fait d'études dans ce domaine-là, c'est un problème aussi? Tu leur donnerais quoi comme conseil? Bah, honnêtement, déjà, il faut partir d'une règle qui est simple. Tout peut s'apprendre dans la vie. Tout peut s'apprendre. Mais par contre, on n'a pas des affinités avec tout. Ça, c'est une réalité. Ouais, Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir des affinités avec le codage, la création de sites internet, etc. Il va être très bon dans ce domaine-là. Quelqu'un qui n'a pas d'affinité, il va réussir à l'apprendre, mais voilà, ça sera plus dur pour lui. Ça sera, effectivement, il va fournir plus d'efforts, etc. Et c'est peut-être pas quelque chose qui va le passionner. Donc déjà, il ouais, faut apprendre à se connaître. C'est la première des choses. Parce qu'effectivement, les business en ligne, c'est vrai qu'il y a une certaine, il y a certains avantages qui sont intéressants par rapport au fait qu'il n'y a pas il y a pas de géographie établie. Tu peux le ouais, faire depuis la Malaisie, depuis l'Indonésie, depuis la Tunisie, l'Algérie, peu importe. Cependant, si quelqu'un a plus d'attrait pour quelque chose de manuel, physique, il n'y a aucun problème à ça aussi. Il y a beaucoup d'argent aussi à faire dans les business physiques. ouais. Cependant, ça sera pas du tout les mêmes codes que les business en ligne. Et pour pouvoir après être indépendant géographiquement avec un business physique, ça va demander un niveau d'automatisation et de gérance, de mettre en gérance qui est assez élevé Important. comparé à Ouais, un business, voilà, comparé à un business en ligne. Donc déjà, le premier point, comme tu as dit, c'est apprendre à se connaître. Si tu as un attrait avec les business en ligne, dirige-toi vers les business en ligne. Si tu as un attrait plus pour les business physiques, il n'y a pas de mal, mais ça sera des codes qui seront un peu différents. Et si tu sais pas trop, teste, c'est la meilleure façon de savoir. Teste des ouais. business en ligne, prends-en un, avec quoi tu as un peu plus d'attrait, et lance-toi dedans à 100%, et vois ce que ça donne. Et rien ne t'empêchera, déjà tu auras appris dans tous les cas, et rien ne t'empêchera après de re-switcher vers un business physique si éventuellement tu en ressens l'envie. Donc Ouais, voilà pour mon opinion. c'est ce que je pense aussi. L'entrepreneuriat, il n'est pas fait pour tout le monde. Si, L'entrepreneuriat c'est en vrai. ligne, il n'est pas fait aussi pour tout le monde. Mais chacun devrait s'essayer à ça et voir, et voir ce qu'il en est en faisant ce que tu as dit, ce que tu viens de dire comme introspection, etc. Voir ce qu'il aime pas, les compétences peut-être qu'il a déjà aussi, comment est-ce qu'il peut les exploiter, etc. Et Actuellement, du coup, sur le marché, pour toi, il y a quoi comme solution digitale pour ceux qui voudraient se tourner vers le digital? parce qu'en ce moment, on va dire à la mode, ça va être ce que tu as appelé marketing d'affiliation. Moi, Ouais, je vais plus l'appeler le fait d'être apporteur d'affaires, mais c'est la même chose en définitive. Il peut y avoir aussi tout ce qui est prestation. Donc, quand tu es freelance, création de ouais, site internet, design, montage vidéo, etc., etc. ouais, il y a du choix dans ça. Il y a grave du choix. Et il y a de la place pour tout le monde. Euh, et troisième chose, ça peut être la formation. La formation, former les gens à apprendre des compétences, etc. Et ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être un mix de Exactement. tout ça. Ouais, C'est mon cas personnel.
Moi C'est-à-dire que aussi. voilà, j'ai un organisme de formation. Toi aussi, tu fais de la formation. Tu fais de la Ouais, prestation. Moi, je ouais. fais de l'accompagnement aussi. Et aussi, à droite, à gauche, si on peut faire un peu d'affiliation, marketing d'affiliation et faire des compléments de revenus, on le Avec fait. le réseautage. En fait, c'est ça le digital. Le Ouais, digital, t'es pas cantonné forcément à une chose. C'est à partir du moment où tu as un domaine précis, tu vas pouvoir toucher aussi à tout ce qui gravite autour. exactement. Et si tu as un minimum débrouillard, voilà, tu pourras toucher à tout ce qui gravite autour. Et au final, mis bout à bout, ça peut te faire des revenus qui sont intéressants. Ouais, comme tu as Donc dit. En voilà. fait, on est limité à aucun niveau en fait quand tu regardes. Donc t'es pas limité au niveau de ce que tu apprends, parce que tu te formes en continu, tu montes en compétences en continu. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est indispensable, parce qu'il faut que tu restes à jour et compétitif sur le marché. T'es pas limité au niveau des revenus. Il y a des gens qui vont faire la même chose que toi, qui vont gagner comme toi, et d'autres qui vont gagner 10 fois plus que toi. Donc après, il y a d'autres choses à prendre en considération. T'es pas non plus limité par rapport au niveau professionnel avec qui est-ce que tu vas travailler. Donc finalement, tu peux travailler dans la plupart des cas avec qui tu veux, sur des projets qui vont t'inspirer, avec des clients avec lesquels tu vas avoir un feeling. Euh, Tu peux aussi aménager tes horaires comme tu le veux. Tu peux travailler de n'importe où, etc., etc. Donc c'est vraiment une liberté à ce niveau-là. Après, elle va être relative, bien évidemment. Et ce que tu as dit par rapport à, donc à l'affiliation, etc., et le fait de collaborer en fait avec des métiers qui sont complémentaires aux autres, ça c'est un des justement un des conseils que je donne à mes élèves, notamment pour trouver leur premier client. C'est ce que je leur dis. Donc vous arrivez sur le marché, vous avez fait un portfolio avec des sites factices, vous avez aussi regardé autour de vous, dans vos proches, à qui est-ce que vous pouvez réaliser un site gratuitement ou à un prix vraiment, on va dire, sacrifié. Et après, à côté de ça, euh, en collaborant, en s'associant, si on peut dire, en faisant des partenariats avec, bah, par exemple, moi, je fais juste des sites web, je suis juste webmaster, je collabore, j'ai un partenariat avec des graphistes, avec des copywriters, avec, euh, avec des SEO, avec des SIA, etc. Et à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que je vais renvoyer tout simplement mes clients vers eux, et chacun y trouve son compte à ce niveau-là. Donc eux, pareil, ils vont me renvoyer des clients. Donc ça me permet d'avoir des clients en continu, à eux aussi, et ça nous permet aussi de toucher des revenus des commissions en fait à travers les recommandations. Donc T'as sou- à ce t'as niveau-là, on n'est soulevé, vraiment pas limité. exactement, et tu as soulevé un des piliers de l'entrepreneuriat, selon moi, qui est le réseau. Ouais, Le il est réseau, sous-côté, très sous-côté. il est très sous-coté, il est très important. On le sous-estime largement. Et d'ailleurs, on fait rien tout seul. On fait rien tout seul. On Ouais. a besoin les uns et des autres. Bien entendu, on a besoin d'Allah en premier, mais après des uns et des autres. Et le réseau, c'est ce qui va faire peut-être, je dirais, 70% de ton business. Honnêtement, hein. C'est très important parce que tout seul, je vois pas, tu seras limité. Alors que Oui. alors qu'à plusieurs, tu vas pouvoir faire vraiment des choses très importantes. Et d'ailleurs, pas mal des clients ou des opportunités que j'ai pu avoir, c'est de par mon réseau. Ouais. Donc, c'est important, faites du réseau, faites du réseautage. Ça, les entrepreneurs américains ou même en France, ils l'ont très bien compris. Ils font ce qu'on appelle des journées entrepreneuriat, c'est-à-dire ils se rejoignent dans un endroit précis et ils discutent, juste pour discuter, découvrir des nouveaux entrepreneurs, etc. Et ça peut déboucher ou non sur des partenariats futurs, etc. Ça, c'est Ouais. très important. C'est quelque chose, moi personnellement, et je lance un appel à la communauté musulmane qui sont dans l'entrepreneuriat. Si on peut s'organiser et faire ce genre de choses-là, ça serait vraiment très important. Des journées où je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, ou des journées ou des semaines, des séminaires de l'entrepreneuriat, où on pourrait se rencontrer tous, faire du réseau et collaborer les uns et les autres. Ça serait vraiment une idée, je pense, très, très enrichissante. Ouais, déjà même à notre niveau, c'est quelque chose qui est faisable. Tu peux juste essayer de regarder un peu les gens qui sont dans ta ville. Donc les frères, par exemple, qui ont fait la Jihad dans ta ville ou proches. Et voilà, organiser, je sais pas moi, buffet ou dans un restaurant ou quelque chose comme ça, et en discuter.
Donc déjà juste ça peut permettre certaines opportunités. Mhm. Il y a des gens qu'on va croiser souvent ou qui habitent pas très loin de chez nous et on sait même pas que eux-mêmes sont dans le digital et peuvent nous apporter des comment dire, voilà, ils peuvent être la cause de certaines opportunités et nous pour eux aussi. Donc à ce niveau-là, on peut le faire aussi à un niveau voilà, sans aller jusqu'à parler de séminaires, de semaines de journées, etc. Ça c'est le level supérieur. Mhm. Mais C'est juste à ça. d'autres niveaux, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses et on les néglige. Et le réseautage, comme tu as dit, c'est un moyen qui est très très ancien, qui existe bien avant l'ADS, le SEO, le copywriting, etc. Et quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, on te parle très peu du réseautage. On va surtout te parler de ces moyens-là, là, que j'ai évoqués et d'autres, mais très peu du réseautage. Et à la fin, quand tu vois ce que tu peux en tirer, c'est assez incroyable. Je connais carrément des gens qui sont... Je connais par exemple un graphiste, il a aucune présence sur les réseaux. Il a un site, voilà, qui lui sert de portfolio, mais il crée aucun contenu sur les réseaux, il fait vraiment rien du tout, et pourtant il en vit très bien. Euh, voilà, il a pérennisé sa hijra au Maroc. Et juste avec le bouche à oreille, il est recommandé ici et là. Après, il fait du travail de qualité aussi. Et ses prix ne sont pas sacrifiés. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Et ça lui permet voilà, de maintenir sa hijra sans faire, on va pas dire sans faire trop d'efforts. Mais en tout cas, il se passe de pas mal de choses en faisant de la création en ne faisant pas de création de contenu, de l'ADS, des campagnes payantes, etc., etc. Après, il pourrait faire plus de ventes, évidemment, en faisant ça, mais après, si lui, ça lui convient comme ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça nous permet d'évoquer un point. Le, 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 les revenus qui vont être nécessaires pour vivre dans un pays musulman, ils vont différer selon le pays musulman. Et, euh, et moi, ce que j'en pense, c'est que quelqu'un qui souhaite faire la hijra, il devrait calculer quand même ça, un minimum, avant de partir, de se poser la question, d'accord, il faut combien pour vivre en Algérie, il faut combien pour vivre en Tunisie, par rapport à ses conditions à lui, bien sûr, hein, la composition familiale, euh, voilà, au niveau de la santé, comment c'est, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de soins que d'autres, etc. Voilà, il va prendre en considération plusieurs paramètres et pour se faire une idée, parce que ce sera toujours approximatif, de combien il lui faudrait pour vivre dans tel pays. Et quand on regarde à ce niveau-là, il y a vraiment des pays qui sont très très intéressants. Bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est la raison pour laquelle on va faire la hijra, mais c'est bien de le savoir pour se préparer, Inch'Allah. Et il y a des pays qui sont intéressants. Donc, moi, je vais parler de ce que je connais, et toi aussi, certainement, Inch'Allah. Euh, pour le Maroc, je sais pas si tu as joué au niveau du Maroc, et pour la Tunisie, combien est-ce que tu penses qu'il faudrait pour vivre? Bon, on va prendre un exemple d'un couple avec deux enfants, par exemple. Ok. Excuse-moi. Donc, je pense que le Maghreb, malgré qu'il y a des petites différences, par exemple l'Algérie va être peut-être le pays où le coût de la vie sera le moindre, le moins cher. Mais en définitive, on pourrait tabler, je pense, surtout si on vient de France, après chacun se connaît, mais pour une famille avec deux enfants, pour moi, si tu fais 800 euros de revenus par mois, déjà, ça sera bien. Entre 800 et 1200 euros, selon certains. Ouais. Donc ça, si on prend le cas de, par exemple, ton activité à toi, Ilyes, la création de site internet, je pense, hein, tu me diras si j'ai faux ou pas, mais ça représente à peu près 2 clients par mois. C'est à peu près ça, Ouais, hein. tu peux tourner à deux clients. 2 clients, si tu fais un site internet, un site vitrine, hein, je parle pas de site e-commerce, mais site vitrine qui va être aux alentours des 500 euros, si je dis pas de bêtises, voilà, ça va faire 2 clients. Pareil pour des prestations de design ou même des prestations dans le marketing, etc. Ça va tourner aux 2, 3 clients. Donc vraiment, c'est des choses qui sont, quand tu es dans l'entrepreneuriat ou même en tant que freelance, c'est des choses qui sont très abordables. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup aussi, c'est le travail en ligne. C'est-à-dire que tu es salarié, mais tu es en remote. Tu travailles avec une Ouais. entreprise en ligne. Ça, c'est pareil. C'est en général ces entreprises qui sont en Angleterre, en France, en Au Europe, Canada, ouais. Ouais. au Canada. Donc, tu vas toucher, même si tu touches un SMIC, tu vas toucher au-dessus de 1200 euros déjà. Donc, tu pourras vivre de façon très confortable. Mais je pense que voilà, il faut tabler sur aux alentours de 800 000 euros. Certains vont me dire, mais non, moi j'arrive à vivre avec moins. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose que j'explique dans ma formation. Comme le système de santé
il n'est pas pareil que la France. Tu es obligé de budgétiser et de prendre une partie de tes économies tous les mois pour faire un budget santé. D'accord? Jusqu'à atteindre, ça je l'explique plus en détail, mais jusqu'à atteindre un certain budget où là, tu auras plus besoin d'alimenter cette cagnotte qui est dédiée à la santé. Mais au moins, dans un premier temps, il y a une partie de ton budget tous les mois qui devra aller dans cette cagnotte-là pour pouvoir, au cas où demain il y a un problème médical et que tu as besoin de fonds pour te soigner. L'opération. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, non, Donc, en principe, nous, de notre côté en Algérie, donc les opérations, elles sont pas prises en charge, mais les soins de santé quotidiens, on va dire. Donc, on a l'équivalent de la carte vitale. ok. On a ce système-là, en fait, de cotisation. Tu cotises pour ta retraite, tu cotises aussi pour ta santé. Donc, on a ça de notre côté. Mais c'est vrai que les opérations, elles sont pas prises en charge et ça peut vraiment, ça chiffre. Pour quelqu'un pour l'Algérien moyen, il va devoir emprunter de l'argent. Pour te dire à quel point ça chiffre. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'Algériens qui vont faire des opérations en Tunisie. Donc, je pense pas que ce soit à cause du prix, mais je pense que pour certains soins, je pense que c'est plus, comment dire, peut-être que les hôpitaux sont meilleurs pour certaines choses. Mais je sais qu'il y a surtout ceux qui vivent à la frontière, il y en a pas mal qui vont en Tunisie pour les soins. Voilà. Après, chacun trouve son intérêt dans l'autre pays, notamment avec la Tunisie. Je sais qu'il y a des Tunisiens qui viennent en Algérie pour acheter certains produits qui sont subventionnés par l'État, comme l'huile, etc. Du coup, c'est pas cher en Algérie, et inversement. Mais ouais, sur les prix que toi t'as donné, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sachant que moi, en Algérie, si on se focalise juste sur l'Algérie pour la composition que je t'ai donnée là, euh, on peut commencer à partir de 500 euros par mois, loyer compris. Donc après, Ok. évidemment, je suis pas en train de te dire que tu vas habiter au centre-ville d'Alger, etc. Non, ça faut se l'enlever de la tête. Tu seras en banlieue, tu vas devoir faire attention, tu vas devoir surveiller ton budget. Voilà, tu n'auras pas une voiture plaque étrangère que tu vas faire sortir à chaque fois par bateau en Espagne ou en France à un certain coût, etc., etc. Donc il y a des paramètres à prendre en considération. Mais à 1000 euros, pour cette composition-là, tu vas tout de suite commencer à être à l'aise. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne ces prix-là, ces paliers-là? Tout simplement parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'en ligne, c'est difficile de toucher ce que tu as pu dire ici? Tu as dit entre 800 et 1200. Est-ce que c'est difficile de toucher ce genre de revenus? Là, excuse-moi. Là, tu poses, Allah Mabarak, tu poses de très bonnes questions. Pour moi, et je vais peut-être choquer en disant ça, mais il va falloir bien le comprendre. euh, En fait, c'est simple de le faire. Je dis pas que c'est facile. C'est pas pareil. Je dis que c'est simple. Et honnêtement, 500 euros, c'est à la portée de tout le monde. Il faut comprendre qu'on est dans un monde capitaliste où l'argent est partout. Honnêtement, l'argent est partout. Il faut juste le ramasser. La seule différence, il faut avoir ces compétences-là pour les ramasser. Et c'est pour ça que je dis que c'est simple, mais c'est pas facile parce que ça demande de se former. Le chemin, il est pour certains plus facile que d'autres, etc., etc. Aussi, je voulais revenir sur un truc qui est important. C'est encore une fois niveau mindset. Il y a trop de frères et sœurs qui n'ont pas d'ambition, ou du moins pas assez. Ils vont se dire, ah, moi c'est bon, juste donne-moi 500 euros par mois, alhamdulillah, je suis content. 1000 euros par mois, alhamdulillah, je suis content. Ouais, c'est vrai, alhamdulillah. Il faut toujours remercier Allah, Azza wa Jal, pour ce qu'il te donne, etc. Mais Suleiman, quand il a fait la dua à Allah, il a dit quoi, Allah? Il a dit, donne-moi un royaume parmi les royaumes. Il avait de l'ambition dans sa dua. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous demande d'invoquer pour le paradis, il nous demande quoi? Il nous demande, invoque le Firdaus. C'est pour te dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous inculque le mindset à avoir. C'est un mindset d'avoir de l'ambition. D'être ambitieux dans ses demandes vis-à-vis d'Allah, être ambitieux vis-à-vis de ta dunya et de ton akhira, de ton au-delà et de ta vie ici-bas. Donc, dans ce cas-là, partons de ce principe-là. Moi, je dis aux frères et sœurs, oui, c'est vrai, pour un premier palier, c'est bien si tu arrives à générer 500 euros de façon régulière. Pour un second, 1000 euros, etc. Mais ayez de l'ambition. Ayez de l'ambition, n'ayez pas peur d'aller voir loin. Et encore une fois,
bien entendu, il ne faut pas sacrifier sa religion. Tout est une question d'équilibre avec ta religion, ta famille, etc. Mais n'ayez pas peur, barakallahu fikoum, d'avoir de l'ambition et de générer de grands revenus. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un monde où malheureusement, il va être assez binaire, selon moi. Ça sera soit les gens qui généreront de l'argent et qui auront certaines libertés, etc. Soit les gens qui malheureusement seront un peu esclaves du système qu'ils sont en train de créer, où on sera dépendant de, voilà, oh, ils ont bloqué les frontières parce que c'est le Covid, parce que pour X raisons, on sera contraint parce qu'on n'aura pas ce, entre guillemets, pouvoir financier euh, et pouvoir tout court de faire des choses. Donc voilà par rapport à mon opinion. N'ayez pas peur de générer des grands revenus. Et encore une fois, ce n'est pas facile, mais ça peut être simple de générer 500 000 euros. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ilyes, par rapport à ça? Ouais, et surtout ce que tu as dit, c'est que l'un peut être mis au service de l'autre. Donc si tu gagnes plus d'argent, tu as plus de dunya, tu peux très bien, bah, tu vas aller acheter ton paradis, tu vois. Tu vas l'acheter en faisant plus de C'est clair. sadaqa, en te rendant bénéfique à la communauté, peu importe, hein. Construction de mosquées, d'orphelinats, depuis, il y a des choses à faire. Et partout. Donc, pourquoi avoir peur de ça? Pourquoi avoir Exactement. peur de ça à ce niveau-là? Après, comme tu as dit, toi, le point que tu as bien précisé, c'est sans sacrifier sa religion. Sinon, ça a pas d'intérêt. Tu vas perdre de Exactement. capital pour faire du bénéfice. Tu peux pas, ça fonctionne pas comme ça. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est la baraka. Mais voilà, nous, quand on parle de ces paliers-là, c'est pour vraiment dire que on peut les atteindre assez facilement. Voilà, même en démarrant, c'est possible qu'on le fasse très rapidement dès le premier mois. Je parle même pas de la première année, qu'on atteigne directement 500 ou 1000 euros par mois. Donc après, le but, une fois que t'es à l'aise dans ton business, etc., c'est d'aller bah, de scaler ton business pour essayer de euh, comment dire d'en exploiter tout le potentiel. Voilà. Hmm. Donc ça, je pense que c'est l'une des choses que ça doit certainement faire partie de ton accompagnement. Et d'ailleurs, Inch'Allah, est-ce que tu peux nous dire justement toi, ta solution à toi, nous la présenter, Inch'Allah, nous dire de quoi il s'agit exactement, bi'idhnillah. Ok, barakallahu fik. Juste avant ça, honnêtement, de toi à moi, juste je vais te poser une question. Quelqu'un qui se lance, qui fait des sites internet corrects, on ne dit pas qu'il vise la perfection ou quoi que ce soit, Ouais. mais que honnêtement, il va faire de la communication tous les jours sur ses réseaux, il va toquer à la porte de sociétés pour leur proposer leurs services, etc. Vraiment tous les jours de façon assidue. Est-ce que il va pas les choper ces deux clients? Est-ce qu'il va attraper ces deux clients par mois? Oui ou non? Franchement, je pense que oui, c'est largement faisable. Sachant Ok. que, en plus, il y a une chose sur laquelle les gens ils sont mis une certaine limite, c'est qu'ils pensent. Après, ça dépend de la formation que tu as fait aussi, hein. C'est pour ça qu'il faut choisir les bonnes formations. Mais en tant que webmaster, on fait pas que de la création de site web. C'est-à-dire qu'on a l'énorme marché français ou ailleurs, parce que tu peux travailler avec des gens qui. Moi, j'ai fait vraiment des sites pour des gens en Égypte, en Turquie, en Arabie Saoudite, je parle de Mouhajirine, hein, en Arabie Mhm. Saoudite, au Maroc, partout. Donc il y a aucun, on n'a pas cette frontière-là, mais on n'est pas limité à la création de sites web. Donc on a ceux qui ont besoin d'un site web qui n'en ont pas, mais on a aussi ceux qui ont déjà un site web et qui ont besoin que toi tu viennes faire certaines prestations sur ce site. Donc ça peut être de la refonte au niveau du design, au niveau fonctionnel, voilà, pour avoir un design qui va être plus à la page, plus moderne, fonctionnel. Ça va être de la maintenance. On a des sites qui fonctionnent pas forcément très bien, qui ont certains bugs, certains soucis par manque d'entretien ou parce qu'ils ont été mal faits dès le départ, etc. Donc ça, c'est un autre marché. Tous ces gens-là, c'est un marché potentiel pour toi quand tu as cette compétence de webmaster. Mhm. Pareil, tu peux optimiser aussi des sites qui sont déjà existants pour les rendre plus performants. Et éventuellement aussi, tu peux apprendre à les transformer certains sites en applications mobiles. Donc, on n'est vraiment pas limité à la création de sites web. Si tu sais faire tout ça et que tu t'attaques à un marché, on va dire que c'est même difficile de ne pas avoir deux clients par mois, tu vois, Exactement. en faisant toutes les pauses. Quelqu'un qui a la dalle, entre guillemets, il va les faire. Donc c'est pour ça, des fois, je prends du recul et j'aime bien, tu sais, analyser les business des gens. Et des fois, tu peux voir sur des groupes Facebook, etc. Je pense que tu les connais, ces groupes-là, où il y a des gens, ils disent,
ils se disent, ouais, j'ai pas de clients, comment faire, etc. J'arrive pas à trouver de clients, ça fait quelques mois que je me suis formé. Et en fait, tu regardes un petit peu qu'est-ce qu'il propose, tu vois qu'il a aucune présence sur ses réseaux, il communique pas. Donc, si tu communiques pas déjà sur ce que tu fais, comment tu vas attraper des clients? Tu vas discuter un petit peu avec eux, tu vas dire, Ouais. est-ce que tu vas toquer à la porte d'entreprise, etc. Tu vas faire du référencement. Enfin, tu vas proposer des prestations de référencement ou comme tu as dit de refonte, etc. Tu vois que non, ou il a peur d'aller voir les entreprises. En fait, il attend que ça vienne à Que lui ça comme vienne. ça. Exactement. Ouais. Alors oui, Allah, il peut te donner des clients comme ça, mais il faut faire des causes. Il faut faire des Ouais. causes, c'est pas la base. Tu as parlé de la formation. Je disais que pour moi, dans ton domaine, la formation, ça fait pas tout en fait. C'est juste une Exactement. base pour te permettre de te mettre sur les rails, mais après, tu dois être en continuelle formation et tu dois être continuellement t'améliorer. Et d'ailleurs, même si t'as pas de clients, fais des sites, comme tu l'as dit, des sites factices, mais juste pour t'entraîner. Fais-le parce que ça va être super important pour ton évolution. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, après, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je propose? Bah Ouais. justement, en fait, donc du coup, moi, comme je l'avais dit en début d'interview, j'ai un organisme de formation. Et c'est vrai que j'arrivais à un moment donné où, ok, d'accord, je vends de la formation, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me passionne un peu plus? Et ce qui pourrait me passionner un peu plus, c'est justement accompagner les frères et sœurs qui ont un projet pour en fait se mettre sur les rails. Donc ça veut dire c'est des gens qui sont plus ou moins débutants, qui ont un projet et qui ne Ouais. savent pas par où commencer, comment le formaliser, etc. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui a un super projet, mais il est paralysé parce que il se met pas à l'action parce qu'en fait c'est pas clair pour lui, il sait pas où aller, c'est pas clair. Donc c'est là où moi j'interviens. On essaie Ouais. de cadrer un petit peu tout ça. J'essaie d'apporter ma modeste expérience pour pouvoir le mettre sur les rails et après qu'il puisse se lancer dans son projet. Donc voilà ce que je propose. Et très modestement, sans rentrer dans l'orgueil, je pense avoir cette capacité à analyser un business, à analyser un projet, voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va et comment changer la chose. Comment Donc rectifier, ouais. exactement. Et ça s'est passé parce que je me suis formé, j'ai payé des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir apprendre à me connaître. Je me suis formé dans le mental. Donc maintenant, je peux dire que je me connais, du moins en grande partie. Donc du coup, je sais maintenant là où ce que je peux apporter aux gens. Parce que comme je me connais, ça c'est vraiment un conseil que je donne, apprenez à vous connaître avant toute chose, parce que c'est la base. C'est pour ça que deux personnes qui auront la même stratégie, eh ben, ils auront des résultats complètement différents. Parce que l'un se connaît, l'un a le mental pour pouvoir y aller, et l'autre n'a pas forcément le mental. Donc la connaissance de soi, c'est super important. Et c'est pour ça que voilà, je mets à cœur d'accompagner les frères et sœurs entrepreneurs à développer leur projet. Et le but, c'est qu'ils puissent en vivre et après potentiellement atteindre une certaine liberté géographique pour ceux qui ont un business en ligne. Ceux qui ont un Inch'Allah. business physique, ça sera un peu plus long. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir les aider à atteindre cette liberté financière qui est tant demandée à notre époque. Inch'Allah. Ouais, ça a l'air très, très intéressant, Allah Mabarak. En tout cas, qu'Allah te mette la baraka, akhi. Amin ainsi qu'à toi. Et Et si, ça, ouais. et si toi, tu peux un peu nous dire ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble avec mon organisme de formation, mais si tu peux un peu expliquer ce que toi, tu proposes. Ouais. En fait, ouais, bah, justement, simplement pour dire que c'est vraiment très intéressant qu'il y a un accompagnement de A à Z. Parce que les gens, ils vont avoir tendance à se sentir un peu seuls, laissés pour compte, en fait, dans un business. C'est Donc ça. c'est vraiment intéressant que tu aies cet accompagnement-là. Moi, de mon côté, c'est vraiment niché ce que je fais. C'est-à-dire, je suis webmaster sous WordPress, donc ma formation, c'est sur ça qu'elle a porté. Et juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, la formation, elle fait pas tout, comme tu l'as dit, mais donc il y a certaines personnes qui, je pense qu'on leur a vendu en fait la formation de cette manière-là. Une fois qu'elles ont terminé leur formation, elles pensent que les clients vont venir. Parce qu'on leur a dit qu'avec, en prenant cette formation, tu allais gagner tant d'euros, tu allais travailler tant d'heures, tu allais avoir tant de clients, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai complètement écarté de ma page de vente, de ma façon de, voilà,
les arguments commerciaux que je vais avoir pour ma formation, etc. Ce que je dis au début et à la fin, c'est que le risque est entre les mains d'Allah. Et moi, je suis là simplement. Donc, moi aussi, à ce niveau-là, je me connais. J'apporte des compétences, j'apporte l'expérience qui va être nécessaire à une personne qui souhaite se lancer, faire comme moi, tout simplement. Et je garantis ni le nombre de clients, ni un revenu, ni quoi que ce soit. Ça va être à la personne, avec des outils qu'on va lui donner, des clés, des conseils, etc., d'aller faire des causes pour avoir des clients, etc., etc. Mais si elle est là et qu'elle attend, c'est pareil pour tout le monde. Quand tu as une présence digitale, tant que toi, tu fais pas des causes, on te verra pas. Alors que si tu as une boutique physique, bah, la boutique physique, elle est là. Il y a des gens qui passent dans la rue, ils te voient. T'as pas besoin de... comment dire, à partir du moment où tu as une vitrine, c'est bon, les gens te voient. Là, c'est différent. On est dans le digital, donc il faut aller de l'avant, il faut faire des causes. Et nous, on est finalement, tout ce qu'on fait, c'est des causes optimisées, en fait. On essaye de montrer à la personne comment faire ces causes-là de la meilleure des manières, selon notre expérience et nos compétences, pour avoir le plus de résultats possible. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Ma formation, c'est pour apprendre donc le webmastering sous WordPress, je précise bien. Donc tu vois pas, c'est pas pour devenir webmaster avec n'importe quel système. Et ça va aller de la création d'un site web, tout type de site web. Donc on va être sur du site vitrine, du blog, du site e-commerce, etc. À si tu veux la maintenance. Donc entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait d'optimiser un site, le fait de le sécuriser, d'accord? Et à la fin, on s'occupe aussi de la maintenance, euh, parce qu'avoir un site esthétique, fonctionnel, optimisé, sécurisé, ça va pas, enfin, ça va suffire, mais derrière, on peut proposer aussi le fait de le garder tel quel, donc fonctionnel et optimisé. Et donc cette formation, elle est, c'est une formation qui se veut pratique aussi, donc on va demander à l'élève de réaliser un site vitrine et un site e-commerce dans cette formation. Et après, alhamdoulilah, donc, comme tu le sais, elle est éligible à différents financements, notamment le CPF. Et voilà pour la formation, bi'inillah. Ok. Je te remercie, tu as souligné un point qui est super important. Ouais, Comme tu as dit, le risque, c'est Allah qui le détient. Nous, on n'a aucun pouvoir sur l'argent. On n'a aucun pouvoir sur le fait que le client, est-ce qu'il va te payer ou pas. Par ouais, contre, là où Allah il nous a donné un pouvoir qui est certes limité, c'est sur les causes qu'on peut faire. C'est sur les exactement. causes qu'on peut faire. Donc c'est pour ça, c'est une grave erreur de se focaliser sur le fait, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais de se focaliser sur le fait, oui, il faut gagner 500 euros par mois, oui, il faut gagner 1000 euros, parce que ça, on n'a aucun pouvoir dessus. Par contre, mets l'accent sur les causes qui vont t'amener à avoir 500 euros par mois ou 1000 euros par mois. C'est sur ça que tu dois te Exactement. focaliser. C'est des Ouais. objectifs à atteindre, des paliers à franchir, des actions à mettre en place. C'est ça le plus important et le conseil que je pourrais donner aux frères et sœurs qui nous écouteront, Inch'Allah. Inch'Allah, Donc, barakallahu fik pour tes conseils. donc je tiens à te dire un truc, je tiens à dire un truc, c'est que ta formation, on a eu des très bons retours, donc machallah, elle est qualitative. Si je la Alhamdoulilah. propose, si moi je la propose au financement avec mon organisme de formation, c'est que je sais qu'elle est qualitative pour nos frères et sœurs de la communauté. Donc voilà, honnêtement, je la recommande. Je la recommande, malgré que je l'ai pas moi-même fait. Mais déjà, je te connais parce que tu m'as fait plusieurs prestations de site internet. Donc déjà, Ouais. toi, je peux te recommander en tant que prestataire pour des sites internet, etc. Et aussi, je peux te recommander en tant que formateur parce qu'on a eu des très bons retours par rapport à la formation. Donc Alhamdoulilah. voilà par rapport à ça. Et pour conclure, Euh, du coup, barakallahu fik, akhi, pour Rafik conclure, Abarakallah. où est-ce qu'on peut te retrouver, Inch'Allah? Où est-ce que tu es présent sur les réseaux, est-ce que tu as une chaîne YouTube, etc., un site? Alors, tout à fait, on peut me retrouver sur les différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. TikTok, j'aime pas trop. Personnellement, moi, je consomme pas de contenu de TikTok, juste je poste dessus parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus. Donc, je Ouais, poste dessus sans y passer de temps. Mais là où on peut me trouver, c'est comme je disais sur YouTube, Facebook, Instagram principalement. Et ouais, Facebook, j'ai un groupe privé
totalement Ouais. gratuit, hein, que tout le monde peut intégrer, où en fait je veux délivrer du contenu beaucoup plus détaillé. Je veux délivrer des posts détaillés où je partage un petit peu de mon point de vue sur le business, sur le mindset, etc. Là où je vais faire des trucs beaucoup plus détaillés, même peut-être forcément des fois des petits modules de formation gratuits où je poste sur mon groupe Facebook. Donc voilà où vous pouvez me trouver. Donc c'est Yanis Alpha Muslim. Donc voilà, de toute façon, vous le retrouverez sûrement. Je vais poster cette vidéo-là enfin cette interview-là sur YouTube. Il y aura mes liens et je mettrai les liens pour ta formation et pour tes réseaux à toi si tu peux nous en dire plus. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Bah, moi, comme tu as dit, je suis présent sur Instagram, surtout sur Instagram. J'ai aussi une chaîne sur YouTube, sur Telegram. Et pareil, bah, j'ai aussi un site. Donc, un site pour les prestations de services que je propose et un site à part pour la Web Business Academy, donc uniquement l'aspect formation. Super. Ok. Bon, on mettra tout ça en description. Honnêtement, il y a Inch'Allah. plein de sujets qu'on aurait pu aborder encore. Ouais, Il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'on refera une vidéo à l'occasion. ouais, avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec toi. Pareil, Et, euh, barakallahu fik. et, euh, et voilà, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur, qu'Allah il te facilite dans ton business, dans ta tijara. Amin, oui, Amin. Donc voilà, barakallahu fik. si t'as un dernier mot pour la fin, moi en tout cas, je pense que j'ai beaucoup parlé lors de cette interview. Bah, s'il y a un dernier mot, c'est bah, si on peut résumer tout ce qu'on a dit, c'est faites les causes et remettez-vous-en à Allah. Placez votre confiance en Allah, tout simplement. Exactement. Soyez pas avare dans les invocations vis-à-vis de votre créateur et soyez pas avare vis-à-vis des causes que vous allez mettre pour votre business et pour stabiliser votre hijra. Donc voilà, Inch'Allah. honnêtement, allez-y à 200%. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Wafik, barakallah. On se quitte sur ça, Inch'Allah. À bientôt, Ilyes. Salam alaikum.